n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. Roland Emmerich est un réalisateur qui adore détruire sa terre. Une sorte d'allégorie pour montrer qu'il n'aime pas forcément le monde dans lequel il vit et qu'il aimerait pouvoir le reconstruire à son image. Tu es sûr? Et pour sa première destruction sur grand écran, quoi de mieux que d'utiliser une invasion extraterrestre? Ceci n'est qu'une partie de la vérité. Sans pour autant partir sur un film fantastique, mais bien proposer tout l'aspect catastrophe d'un tel événement. Oh vraiment, tu crois? Posant son film dans un contexte complotiste reprenant les différentes rumeurs qui avaient émergé dans les années 50 par rapport à une vie en dehors de notre planète, il n'y a pas de zone 51. Et il n'y a pas d'engins récupérés par le gouvernement. mais en scindant son récit, toujours en restant du point de vue de l'homme. Surfant sur les notions de sacrifice, de patriotisme, mais surtout d'humilité face à un événement qui nous dépasse et obligera le monde à s'unir pour vaincre la menace commune. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du film Independence Day. Je vous propose de faire un voyage à travers la conception de ce projet tout en plongeant dans une analyse de ce chef-d'œuvre et nous parlerons évidemment de sa suite controversée qui verra le jour 20 ans plus tard. Il est vraiment plus gros que la dernière fois. Mais pour comprendre mieux cette œuvre, je vous propose de nous replonger dans les débuts de la carrière de son réalisateur et scénariste, Roland Emmerich. Hi, I'm Roland Emmerich. Roland Emmerich fera ses premiers pas dans le 7e art avec son premier court-métrage Franzman, sorti en 1979 suite à son intégration dans l'école de cinéma de Munich. Roland Emmerich vouait une véritable passion pour les films catastrophes des années 70. Il adorait des films tels que La Tour Infernale ou L'Aventure du Poséidon, tous ces films qui l'aideront à s'inspirer pour créer son propre cinéma. Même si évidemment le cinéaste ne se cantonne pas à ce style de film. Il disait souvent d'ailleurs que son film préféré était Lawrence d'Arabie ou encore Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. C'est ce que j'appelle une rencontre du troisième type. Son tout premier film sera Le Principe de l'Arche de Noé, qui est en sélection officielle au Festival international du film de Berlin en 1984, et lui vaudra par la suite le surnom du Petit Spielberg de Sindelfinger. Mais c'est en 1990, lorsqu'il partira vivre aux États-Unis, que sa carrière prendra un nouveau tournant. C'est ce que j'avais prévu. Il réalisera son premier vrai long métrage Moon 44, où il rencontrera son futur associé, le comédien Dean Devlin. Ils travailleront ensemble sur sa première vraie grande réalisation, Universal Soldier, avec Jean-Claude Van Damme. Et ils coécriront ensemble le scénario du film Stargate, La Porte des Étoiles, qui donnera lieu à une des séries les plus cultes des années 90. Emmerich arrive à s'imposer dans le paysage hollywoodien et pose sa marque au niveau de la réalisation. Mais pour le coup, il veut frapper encore plus grand pour son troisième film et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. T'es d'accord pour qu'on se la refasse, hein? C'est pendant la promotion du film Stargate que Roland Emmerich et Dean Devlin commenceront à élaborer l'idée du film Independence Day. Imaginant l'impact qu'aurait l'arrivée de gigantesques vaisseaux extraterrestres à travers le monde. Stargate ayant été un franc succès au cinéma, les producteurs poussèrent tout de suite les scénaristes à écrire leur prochain film. Dean Devlin et Roland Emmerich partiront au Nouveau-Mexique pour s'isoler et écrire le scénario d'Independence Day qui leur prendra à peu près 30 jours. Le film se situe plus dans la lignée des films catastrophes et des films de guerre des années 50 que dans celle des films de science-fiction de cette même période. Les scénarios des films des années 50 étaient imprégnés par la naissance de l'ère atomique et il y avait de nombreuses créatures maléfiques qui apparaissaient suite à des manipulations nucléaires. Pour Independence Day, nous nous sommes inspirés de films comme La Tour Infernale, L'Aventure du Poséidon ou Le Jour le plus long. Ils enverront tout de suite leur scénario à plusieurs maisons de production et ils obtiendront 9 réponses positives. Les vautours. Et ce sera la 20th Century Fox qui sera sélectionnée pour produire le film et ouvrira un budget de 69,5 millions de dollars pour le réalisateur. Mais conscient du potentiel du scénario, la Fox ne veut surtout pas limiter le budget pour les réalisateurs. Et au final, le film coûtera à peu près 75 millions de dollars de production. Par ici.
Emmerich et Devlin comptaient finir le film avant Mars Attack de Tim Burton qui parodie le genre et devait sortir en août 1996 aux États-Unis. Et au départ, il faut savoir que la 20th Century Fox voulait sortir le film au moment du Memorial Day et avait d'ailleurs demandé à ce que le titre soit changé pour s'appeler Doomsday. Quoi? L'idée était d'éviter la concurrence avec la fête nationale, qui était un jour où le public américain ne se rendait pas forcément au cinéma. Tu es sûr? Finalement, la date de sortie du film sera conservée et le titre du film sera bien Independence Day. Et les deux scénaristes étaient plutôt fiers de leur scénario qui réussissait à mêler catastrophe et science-fiction. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. Maintenant que le scénario et la production étaient bouclés, il fallait évidemment caster les membres du film. Et c'est à ce moment-là que les deux réalisateurs vont commencer à avoir leur première confrontation avec la Fox. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Car Emmerich et Devlin avaient déjà en tête le duo qu'ils voulaient mettre à l'écran pour leur film. Et ils voyaient déjà pour leurs deux héros principaux, Jeff Goldblum et à l'époque le jeune Will Smith, pour interpréter le duo qui allait être au cœur du film. Cependant, la Fox avait un regard bien différent de celui de nos deux scénaristes. Voilà ce que déclara d'ailleurs Devlin dans une interview. La Fox nous disait « Non, on n'aime pas Will Smith, il n'a pas fait ses preuves, il ne convient pas pour le marché international. Si vous prenez un type noir pour ce rôle, ça va tuer le box-office à l'étranger. » Nous leur avons donc répondu, eh bien c'est un film sur des extraterrestres qui viennent de l'espace. Il marchera bien à l'étranger. C'était un sacré bras de fer et Roland s'est vraiment battu pour Will Smith. Au final, on a gagné. Et Roland Emmerich avait d'ailleurs précisé, nous avons vraiment dû batailler et finalement ça m'a plu. Parce que quand vous êtes aussi sûr de votre choix d'acteur, il est nécessaire de se battre. Je me suis d'ailleurs battu à plusieurs reprises dans ma carrière pour imposer mes choix. La plupart du temps, les studios ne sont pas du même avis que vous. Ils ont toujours des idées différentes, mais ça montre également qu'en tant que réalisateur, il faut avoir des tripes et s'imposer. Je les ai mis devant un ultimatum. Si vous n'en voulez pas, rendez-nous notre film, on le fera ailleurs. Vous savez, Universal est en stand-by. Au final, ils se rangent toujours du côté du réalisateur. Évidemment, les scénaristes auront gain de cause et Will Smith sera bien casté pour le film. Il aura d'ailleurs sa petite revanche car après 3 semaines d'exploitation au cinéma, le studio proposera un deal à Will Smith pour plusieurs suites de films, mais celui-ci refusera. Qui c'est le plus fort? Hein? Qui c'est le plus fort? Il faut savoir que Independence Day était le premier vrai grand rôle de Will Smith au cinéma. Et pour son personnage de Steven Hiller, Will Smith s'est impliqué à fond. Et afin d'être crédible lorsqu'il est censé piloter son F-18, le comédien s'est entraîné avec les Marines afin de se familiariser aux techniques de pilotage et d'avoir les bons réflexes. L'acteur s'est bien entendu exercé sur des simulateurs de vol. Et pendant le tournage, Will Smith était installé dans une reproduction des F-18 et arrivait à manier parfaitement le mécanisme. Tout va bien. Tout va très bien. Et pour son acolyte David Levinson, les deux scénaristes penseront tout de suite à Jeff Goldblum qui avait déjà cartonné 3 ans plus tôt en interprétant Ian Malcolm dans Jurassic Park. Vraiment. Et John, vous ne voyez pas le danger inhérent. Et il s'était d'ailleurs déjà fait connaître quelques années plus tôt à travers le film La Mouche où il tenait le rôle principal. Ils étaient convaincus de l'alchimie qu'il y aurait entre Jeff Goldblum et Will Smith et d'ailleurs l'avenir leur donnera raison. Vous croyez vraiment que vous pouvez piloter ce truc? Vous croyez vraiment que vous pouvez faire toutes les conneries que vous dites? Pour le rôle de Jasmine, la petite amie de Will Smith, les équipes pensent dans un premier temps à Jada Pinkett Smith. Mais celle-ci sera obligée d'annuler sa participation au dernier moment à cause du tournage du Professeur Folding avec Eddie Murphy. C'est Will Smith qui proposera à la production le nom de Vivica Fox qui obtiendra le rôle. Ayant déjà tourné avec elle sur Le Prince de Bel-Air, et c'est elle qui obtiendra le rôle. Et enfin, pour le 3e personnage principal, Thomas J. Whitmore alias le président des États-Unis, l'équipe envisagera dans un premier temps de caster Kevin Spacey, cependant ils reviendront assez vite sur leur décision car Kevin Spacey sortait tout juste du film Seven et ils avaient donc peur que l'image de l'acteur soit beaucoup trop sombre par rapport au rôle qui était écrit. J'ai vu ce qu'il projette de faire. Ce sera donc Bill Pullman qui obtiendra le rôle et sûrement un de ses rôles les plus iconiques. Bonjour Georges. Bonjour Monsieur le Président.
J'aimerais également vous parler d'un personnage qui aura certes peu de temps à l'écran, mais qui apportera littéralement sa petite touche d'humour au film. Je parle de Jimmy Raven Wilder, capitaine de l'US Air Force et allié de Will Smith, interprété par Harry Connick Jr. Mais initialement, c'était à Matthew Perry, l'interprète de Chandler dans la série Friends, que le duo de réalisateurs veut pour le rôle. Malheureusement, il déclinera peu de temps avant le tournage. Bon d'accord, l'entretien est terminé. Et c'est d'ailleurs le moment d'en parler. Le tournage d'Independence Day a débuté le 5 août 1995 à Manhattan et s'est poursuivi dans les déserts de l'Utah et du Nevada puis à Los Angeles. Le film s'est tourné en 72 jours, une période relativement courte pour un tel blockbuster. Afin de gagner du temps, plusieurs équipes étaient chargées de tourner plusieurs scènes simultanément. Ainsi, pendant que Roland Emmerich dirigeait les personnages principaux, d'autres équipes dirigées par Dean Devlin filmaient toutes les scènes d'explosion et de cascades qui avaient lieu à Los Angeles et Washington. Je t'avais pas promis un feu d'artifice? La production débutera par des scènes de panique extrêmement contraignantes qui se déroulèrent au pont de Manhattan, à Wall Street et dans le quartier de Soho. Et la plupart de ces séquences comptaient jusqu'à plus de 300 figurants et surtout beaucoup d'accidents de circulation. La municipalité permet à Emmerich de filmer New York dans les meilleures perspectives, notamment en bloquant la circulation et offrant ainsi aux réalisateurs la possibilité d'avoir les meilleurs cadrages et de conserver suffisamment de place dans l'image pour y intégrer des effets spéciaux comme les soucoupes volantes. Et même l'armée américaine avait autorisé à filmer des bases militaires. Une idée qui avait surtout pour intérêt de laisser les comédiens s'imprégner de la posture des militaires sur place. Mais après avoir lu le scénario et découvert qu'il faisait référence à la fameuse zone 51, l'armée fit marche arrière, ce qui pouvait d'ailleurs accentuer une notion complotiste qui tourne encore aujourd'hui autour de la zone 51. L'armée américaine demandera au réalisateur de couper les références à la zone 51, cependant Emmerich et Devlin voulaient absolument conserver cet aspect de l'histoire et décideront de créer leur propre zone 51 en studio. D'accord, on continue. C'est à Los Angeles, dans les hangars de Hughes Aircraft, qu'un vaisseau spatial de 15 mètres de diamètre censé représenter le fameux Vestige a été construit pour les besoins du tournage. C'est également dans ce hangar que se situait la reproduction de la Maison Blanche. Et Will Smith, qui n'avait encore jamais tourné dans une grosse production avant Independence Day, avouera qu'il avait été fortement troublé par tous les effets spéciaux et son positionnement pendant le tournage. Non, commandant, il me tarde seulement d'aller botter le cul de E.T., c'est tout. Il avait d'ailleurs raconté « À l'écran, on vous voit face à des extraterrestres, mais en réalité, vous êtes face à une marque sur le sol. Les effets spéciaux nécessitent des plans très courts et vous ne pouvez pas vous lancer dans une scène complète. Tout est assemblé ensuite à l'image d'un puzzle, c'est totalement différent de ce que vous avez tourné. Pendant le tournage, on me disait « Regarde de ce côté et dis ta réplique ». Je me demandais à quoi ça servait et ce que le résultat allait donner. Au final, le résultat est génial. Et pour les besoins du film, de nombreuses maquettes seront réalisées. Et on fera appel à l'artiste Mike Jost pour être directeur artistique du projet. Il a travaillé sur des films comme Terminator, Abyss ou encore Retour vers le futur 3. Et les maquettes ont été un des premiers travaux pour construire le film, qui avait commencé en mai 1995, soit 4 mois avant le début du tournage. Et le temps nous est compté. Et il continuera pendant 1 an à créer des répliques de vaisseaux spatiaux, une flotte complète de jets et une armée. Et la scène de la destruction de la Maison Blanche sera conçue grâce à une maquette miniature du bâtiment américain, mesurant 3 mètres sur 1,50 m, et conçue entièrement en plâtre. L'explosion a été planifiée sur 1 semaine avec pour objectif de ne réaliser qu'une prise le jour J. Le plan de l'explosion a également été tourné à 300 images par seconde. À titre de comparaison, pour la pellicule normale, c'est 24 images par seconde. La maquette a par ailleurs été filmée principalement en contre-plongée pour rendre le bâtiment plus impressionnant. Mais du coup, Independence Day, de quoi ça parle? Le monde est ébranlé lorsqu'au petit matin, chacun constate l'apparition de vaisseaux géants au-dessus des principales villes du monde. Dans un premier temps, le monde s'interroge sur les véritables intentions de ces visiteurs. Les humains chercheront à prendre contact lorsque l'attaque coordonnée tombera pour dévaster le monde entier. Parmi les rescapés, un analyseur de données centré sur l'écologie qui démontre un certain intérêt à protéger la planète bien avant l'invasion, un capitaine de l'armée mais également le président des États-Unis qui ne fait pas l'unanimité, jugé par sa jeunesse et qui interroge sur sa légitimité à gouverner les États-Unis. Ces 3 protagonistes s'uniront et fédéreront autour du monde une stratégie
pour chasser ses envahisseurs aux technologies bien plus développées que celles des terriens. Et sur la première partie du film, Roland Emmerich démontrera un véritable talent pour la mise en scène. Sur l'arrivée des vaisseaux, en juxtaposant les plans de l'entrée des vaisseaux dans l'atmosphère, mais également avec les réactions du monde interloquées par cet événement. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'est pas tous les jours qu'on voyait des vaisseaux voler au-dessus de nos têtes, éventuellement dans certains clips de musique. Et si on arrive à mettre à l'écart le côté fantastique et catastrophe du film, on peut y voir une vraie réflexion sociologique. Car le film reprend littéralement un des plus vieils adages, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Car les conflits internationaux sont totalement arrêtés pour aller s'unir contre une menace commune. Au-delà des différences ethniques, le film réunit également les différentes classes sociales, où chacune d'entre elles sera représentée par un protagoniste. Là où le président représente la classe aisée, David et Steve seraient plutôt dans la classe moyenne et Russell Case, la classe ouvrière. Et le personnage de Russell Case, un paysan alcoolique qui cherche à protéger sa famille, qui va devenir un des héros de cette fameuse bataille contre les aliens. Et chacun de ces protagonistes participeront à un moment clé pour arriver à la victoire contre les aliens. Le président qui met son statut de côté pour aller piloter avec les chasseurs et enclencher la première offensive qui s'avérera fructueuse. David qui aura l'idée d'implanter le virus dans le vaisseau mère pour fragiliser la défense des aliens. Steve qui arrivera à dérouter le premier alien captif qui va d'ailleurs déclencher une des scènes qui m'a le plus traumatisé petit. Et évidemment Russell Case qui se sacrifiera pour détruire un des vaisseaux lui permettant d'offrir une belle image de lui à ses enfants qui jusqu'à ce jour le percevaient comme un menteur alcoolique raté. Et il faut dire que Russell Case est littéralement un des personnages phares du film, représentant le bon vieux stéréotype du fermier mythomane qui racontait s'être fait enlever par des extraterrestres. Sauf que pour le coup, Russell Case c'était vrai. Salut les mecs, c'est moi. Et l'intrigue d'Independence Day se déroule sur 3 jours, du 2 au 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Et pour marquer le coup, les producteurs offriront au président de l'époque, Bill Clinton, une projection en avant-première. Il avait d'ailleurs déclaré « On m'a dit que j'étais ici et pas à Washington car c'est le jour où la Maison Blanche doit être détruite par les extraterrestres. J'espère qu'elle sera quand même là à mon retour. » Ce qui fut une excellente publicité pour Roland Emmerich, même s'il n'en avait pas forcément besoin, étant donné que le budget alloué pour la promotion du film était de 25 millions de dollars. Ces dernières 24 heures ont vraiment été très excitantes. Le film sera un véritable carton et Independence Day rapportera près de 815 millions de dollars. Je ne crois pas qu'excitante soit vraiment le mot qui convienne. Et il se placera numéro 1 du box-office mondial de 1996 et fait toujours partie de la liste des 50 plus gros succès du box-office mondial. Une suite avait d'ailleurs déjà été envisagée à l'époque. Mais comme vous le savez, cette suite ne verra le jour que 20 ans plus tard. Il est vraiment plus gros que la dernière fois. C'est la Fox qui annoncera une suite du film dès la fin juillet 96. Ils avaient d'ailleurs déjà fixé la date de sortie au 4 juillet 1998. Généralement, quand un blockbuster fonctionne plutôt bien, il n'est pas rare de voir sa suite mise en chantier quelques temps après pour voir la sortie du film 2 ans plus tard. Seulement, pour Independence Day, ça ne va pas exactement se passer comme ça. J'ai tout fait pour qu'on soit préparé à ça. Car Roland Emmerich et Dean Devlin avaient déjà en tête leur prochain projet et voulaient se concentrer sur la réalisation du film Godzilla. Ils mettront donc de côté le projet et c'est 14 ans plus tard qu'ils commenceront à parler d'une éventuelle suite. Ils font la fête. C'est Dean Devlin qui précisera à Hollywood Reporter « Nous avons résisté à l'idée de créer une suite pendant des années. Mais nous voulons toujours faire honneur au premier film. C'est ce film qui a propulsé notre carrière, nous avons une affection particulière pour lui et nous ne voulons pas faire de film juste parce que c'était une bonne idée financièrement parlant, mais parce que nous avions une idée et un concept qui fassent honneur au premier film. » Et c'est Roland Emmerich qui évoquera le pitch en mars 2013, en précisant que ce film se déroulerait 20 ans après les événements du premier opus. Les humains savent qu'un jour les aliens reviendront, et ils savent que le seul moyen de voyager à travers l'espace est d'emprunter les wormholes, des sortes de portails. Donc pour les aliens, le trajet jusqu'à la Terre prend 2 à 3 semaines, mais pour les humains, c'est plus long.
entre 20 et 25 ans. Independence Day 2 devra se découper en deux parties intitulées Independence Day Forever partie 1 et Independence Day Forever partie 2. Seulement le projet prendra de nouveau un autre tournant et c'est en 2016 que nous découvrirons la première bande-annonce d'Independence Day Résurgence. 20 ans plus tard, les aliens reviennent sur Terre prendre leur revanche et bien décidés à épuiser les ressources terriennes, offrant d'ailleurs plus de précision et levant le voile sur cette espèce qui avait encore laissé beaucoup de mystères derrière elle. Et il faut dire une chose, cette suite aura pour le moins son lot de surprises, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Vous voulez voir mon plus beau sourire? Déjà, on notera l'absence marquée d'un des protagonistes du premier film, Steven Hiller alias Will Smith. Mais je suis pas en pétard. Tout va bien. Tout va très bien. Car en 20 ans, l'acteur était devenu tellement populaire que pour cette suite, il réclamait près de 50 millions de dollars. Ce que la Fox refusera catégoriquement. Et ce qui expliquera son absence du film. Emmerich et Devlin ne pouvant pas faire autrement, le personnage de Steven Hiller sera complètement écarté du scénario. Cependant, Jeff Goldblum et Bill Pullman seront bien de retour pour aller botter le cul d'E.T. Mais au-delà de l'absence de Will Smith, cette suite va malheureusement tomber dans le piège de la surenchère. On a gagné. Ce qui est souvent d'ailleurs demandé dans les deuxièmes opus. C'est pourquoi les réalisateurs proposeront un vaisseau plus gros et un alien beaucoup plus gros également. Mais là où je trouve que le côté identitaire et ce qui faisait l'ADN du premier film est totalement perdu, c'est que ce deuxième volet est obligé d'évoluer dans un futur alternatif au nôtre et qu'il se base essentiellement sur de la science-fiction. Et que ce monde alternatif a évolué avec les technologies aliens, ce qui nous donne un film avec l'ADN de la science-fiction beaucoup trop prononcé. Alors que, à la base, le premier film cherchait à s'écarter de l'aspect fantastique. C'est pas ça, c'est juste que je pense qu'il y a des choses bien plus importantes que ces griffonnages. Un vaisseau géant qui se remet en marche, par exemple. Mais en même temps, cette direction scénaristique était logique et nécessaire pour un monde qui avait évolué avec des technologies aliens et qui devait se préparer au retour des envahisseurs. Là, salut! Écoutez, je suis pas du genre rancunier, mais... Vous avez tué mes parents! Du coup, les vaisseaux hyper rapides, les bases sur la Lune, prennent bien sûr sens, mais malheureusement désamorcent le côté énigmatique et cassent tout ce qui faisait le charme de la singularité du premier volet. Et enfin, cette suite n'arrive même pas à nous proposer une originalité jusqu'à presque plagier des licences déjà connues du milieu fantastique telles que Alien. En effet, les scénaristes vont proposer des origines de ruches aux extraterrestres et vont offrir une reine. En plus de ça, le film tombe dans cette facilité scénaristique et reprend le concept basique de la ruche qui est de tuer la reine pour tuer tous les autres. Et là aussi, on vient casser tout l'aspect énigmatique qui avait fait le succès du premier opus. Car les aliens sont littéralement révélés et le combat avec la reine se fait totalement en pleine lumière. Et qui ne permet pas au spectateur de sortir de sa séance de cinéma en projetant une idée un peu plus énigmatique de ces créatures. Enfin, le second volet offre tout de même une conclusion ouverte sur la possibilité d'offrir un troisième volet qui pourrait se dérouler dans l'espace à l'aide d'autres espèces extraterrestres qui luttaient déjà contre cette espèce. Mais suite au succès insuffisant de ce deuxième volet, une idée de troisième opus sera totalement abandonnée. Oui, on sera toujours partant pour aller casser de l'alien. Le film obtiendra une recette de 388 millions de dollars pour un budget de 200 millions de dollars à la base, ce qui ne lui permet pas de rentrer dans ses frais. Il sera d'ailleurs le film le plus coûteux de Roland Emmerich à égalité avec 2012. Peut-il y avoir une paix entre nous? Pour conclure, Independence Day est un véritable héritage que nous laissera les années 90. Une proposition ambitieuse derrière de jeunes réalisateurs prometteurs qui cherchent à apporter un vrai renouveau dans le genre. Emmerich étant un homosexuel assumé et avait littéralement besoin de remodeler un monde où l'unification lui permettrait de pouvoir vivre dans une communauté plus humble à accepter les différences de chacun. Je sais que nous pouvons apprendre beaucoup les uns des autres. C'est au travers d'Independence Day qu'il arrive à proposer une menace hors de la Terre et offrir cette unification. Un film qui aurait dû garder sa singularité mais se perdra dans les méandres d'une suite
pas suffisamment personnel et trop éloigné de l'ADN du premier film. Et de manière très personnelle, Independence Day est la caractérisation parfaite de ce que doit être une invasion extraterrestre. Et fait de ce film, à mon sens, le meilleur de sa thématique. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de la licence Independence Day. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager et surtout me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sachez que vous aidez beaucoup la chaîne en faisant ça. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis.